Avez-vous déjà réfléchi à la manière dont, dans la dense fumée de poudre d'un champ de bataille du début du 19e siècle, les soldats distinguaient les leurs des ennemis? On nous dit que c'était une grande guerre, un affrontement d'empires, une bataille pour la souveraineté. Mais arrêtez-vous une seconde. Ouvrez n'importe quelle peinture historique représentant Borodino ou la traversée de la Bérésina. Regardez les détails de près. Ignorez les légendes sous les expositions et regardez simplement avec les yeux d'un ingénieur ou d'un technologue. Que voyez-vous? Vous voyez deux armées absolument identiques. Les mêmes hauts de shako, les mêmes ceintures blanches croisées sur la poitrine, les mêmes havresacs, les mêmes épaulettes, la même coupe des uniformes. La seule différence, c'est la couleur du drap. Mais permettez-moi de vous poser une question gênante, qui fait tousser nerveusement les historiens. Depuis quand la couleur du tissu est-elle devenue un système fiable d'identification ami-ennemi dans des conditions où la visibilité sur le champ de bataille, due à la combustion de la poudre noire, tombait à la longueur d'un bras déjà 10 minutes après le début de la canonnade? On nous assurait que Napoléon Bonaparte et Alexandre Ier étaient des ennemis irréconciliables. On nous dépeignait l'abîme idéologique entre l'Europe éclairée et la Russie patriarcale. Mais alors expliquez-moi comment il se fait que ces ennemis s'habillaient chez le même tailleur. Ce n'est pas une métaphore, c'est une impasse logique de l'histoire officielle. Pour habiller une armée de centaines de milliers d'hommes, il faut une industrie légère extrêmement puissante. Il faut des patrons, il faut des standards, il faut une forme approuvée. Croyez-vous vraiment que, dans des conditions de guerre, de blocus et de haine, les états-majors de deux pays différents aient par hasard approuvé le même design d'équipement militaire jusqu'au nombre de boutons? Ou peut-être échangeaient-ils des magazines de mode pendant les duels d'artillerie? C'est absurde. Regardons cela du point de vue des capacités de production de l'époque. Pour coudre 100 000 uniformes d'un certain modèle, il faut lancer un gigantesque rouage de production. Les métiers à tisser doivent produire un tissu de largeur et de densité déterminés. Les ateliers de confection doivent travailler selon des patrons uniques. Les tanneries doivent fournir des ceintures et des bottes strictement conformes à un échantillon précis. C'est une machine logistique colossale. Et on nous dit que deux empires soi-disant en guerre, séparés par des milliers de kilomètres et des barrières politiques, ont créé deux systèmes de production miroirs. L'armée russe ressemble à la française à la russe. La seule différence, c'est que l'une a été teinte en vert, l'autre en bleu. D'ailleurs, remarquez-le, les teintures sont le maillon le plus simple de la chaîne technologique. Alors que la coupe, les fournitures, les shakots, c'est une géométrie complexe. Les sceptiques diront que c'était simplement une mode pan-européenne. La mode à la guerre? Imaginez-vous que pendant la Seconde Guerre mondiale, les soldats soviétiques et les soldats de la Wehrmacht portent des casques et des capotes identiques, ne différant que par une nuance de gris, simplement parce que c'est à la mode? La guerre, c'est avant tout l'utilitarisme et la nécessité de reconnaître instantanément l'ennemi. Et ici, nous voyons une situation où, dans la cohue d'une attaque à la baïonnette, quand les uniformes sont couverts de boue, de suie et de sang, il est physiquement impossible de distinguer un grenadier russe d'un grenadier français. Ils ressemblent à des jumeaux. Cela contredit toutes les lois de l'art militaire. Aucun commandant sensé ne lâcherait sur le champ de bataille une armée qu'on pourrait confondre avec l'ennemi. Cela mène au tir ami et au chaos. Sauf si ce n'était pas une guerre, au sens où on nous a habitués à la comprendre. Et si aucune guerre entre pays différents n'avait eu lieu? Et si nous avions devant nous une armée unique, d'un système mondial unique, qui s'est scindé pour une raison quelconque, ou qui remplissait une fonction policière sur un vaste territoire? Regardez les cartes de l'époque. Les frontières sont floues, les noms des villes changent, mais les soldats sont partout identiques. Ce phénomène d'unification exige une explication. Nous savons que la standardisation est un signe de gestion centralisée. Monnaie unique,
Système unique de mesure et poids, forme unique. Si la forme est unique, cela signifie que le centre de prise de décision, le centre de standardisation, était unique. Paris et Saint-Pétersbourg n'ont pas pu arriver simultanément à l'idée de créer de si absurdes et complexes couvre-chefs que les shakos, qui, au passage, ne protègent absolument pas des coups de sabre, contrairement aux casques. C'est un élément purement décoratif, de parade. Pourquoi deux armées se préparant à la mort porteraient-elles sur la tête des cylindres en carton de parade? Les historiens se taisent sur qui cousait vraiment ces formes. D'où venaient les millions de mètres de draps? Où se trouvaient ces gigantesques manufactures capables d'habiller un demi-million d'hommes en un court délai? On nous montre des ateliers artisanaux et des tailleurs serres, mais c'est ridicule. Le volume de production pour l'armée des guerres napoléoniennes est comparable aux commandes industrielles modernes. C'est une chaîne de montage, c'est une industrie. Et cette industrie travaillait sur les mêmes plans pour les deux côtés du conflit. Cela mène à une pensée terrifiante. Nous observons non pas une guerre des nations, mais une opération punitive ou une guerre civile au sein d'un unique État global, qui a par la suite été effacé de notre mémoire. Rappelez-vous combien souvent dans les mémoires de l'époque on mentionne la confusion. Des officiers parlant la même langue, le français, des soldats vêtus d'uniformes identiques. Cela ressemble plus à la répression d'une révolte qu'à une invasion d'étrangers. On nous dit que les officiers russes parlaient massivement français parce que c'était culturel. Mais peut-être était-ce simplement la langue officielle de cet unique empire. Et l'uniforme. C'était l'uniforme des troupes fédérales, jeté pour apaiser une province rebelle, ou au contraire, les restes de l'ancienne garde combattant les usurpateurs. Allons creuser plus profondément dans les technologies. Les boutons. Cela semble être une broutille. Mais sur les uniformes des deux armées, on trouve souvent des boutons avec la même symbolique, ou sans elle du tout, mais fabriqués par estampage sur le même équipement. L'estampage du métal, au début du 19e siècle, c'est une haute technologie. Ce sont des presses, des matrices, une métallurgie de haut niveau. Voulez-vous dire que la Russie, qu'on nous dépeint comme un pays agraire au laptis, avait les mêmes presses que la France industrielle? Ou que tous les boutons étaient faits en un seul endroit? Si en un seul, qui les vendait aux deux côtés? Les Rothschild? Ou une sorte d'entité supranationale qui orchestrait ce sanguinaire spectacle? Nous devons cesser de regarder l'histoire comme un ensemble de faits épars et commencer à l'analyser comme un système. Si vous avez deux objets avec des caractéristiques identiques, la théorie des probabilités nous dit que la chance de leur apparition indépendante tend vers zéro. C'est soit une copie, soit le produit d'un seul système. Les armées de 1812, c'est le produit d'un seul système. Et cela détruit tout le fondement de la version officielle de la guerre patriotique. Parce que si l'uniforme est unique, le maître l'est aussi. Qui était ce maître? Et pourquoi a-t-il lâché des gens vêtus de vêtements identiques sur les champs d'Europe et de Russie? Nous approchons de ce qu'il y a de plus intéressant. La question du ravitaillement. Tout logisticien militaire vous dira que l'unification simplifie le ravitaillement. Si tous vos soldats portent les mêmes bottes, il est plus facile de les produire et de les remplacer. Et maintenant, imaginez que l'armée française capture un entrepôt russe. Et, ô miracle, les bottes russes conviennent parfaitement aux soldats français. Les cartouches russes conviennent aux fusils français. Ce n'est pas de la chance, c'est un standard unique de calibre et de taille. La guerre de 1812, c'est la première guerre dans l'histoire officielle où nous voyons une standardisation totale de l'armement et de l'équipement des deux camps adverses. Et cela ne peut pas s'expliquer par un simple emprunt. Vous ne pouvez pas simplement copier un calibre si vous n'avez pas les machines appropriées pour percer les canons. Vous devez avoir la même base technique. Et la base technique, ce sont des connaissances qui ne se transmettent pas aux ennemis. Donc, la base était commune. Donc,
Les usines travaillaient dans un réseau unique. Et cette guerre n'était pas du tout ce qu'on nous en dépeint. C'était une scission globale, dont les traces ont été effacées par la peinture sur les uniformes et par l'encre dans les manuels scolaires. Mais le tissu se souvient. Le métal se souvient. Et si nous regardons attentivement ce que portaient les soldats, nous verrons le fantôme d'une grande civilisation qui s'autodétruisait. Si les uniformes identiques peuvent encore s'expliquer par les caprices d'une mode folle ou un complot secret des tailleurs, que faire avec les armes? C'est ici que commence une véritable histoire de détective technique, qui fait suer froidement les historiens officiels. Mettons de côté les manuels scolaires et prenons en main les manuels techniques de l'époque. L'arme principale de l'infanterie, le mousquet à silex à canon lisse. On nous dit que l'armée russe était équipée de fusils de Toula et l'armée française de fusils modèle 1777. Mais si vous faites une analyse comparative de ces deux mécanismes, vous découvrirez une similitude effrayante. Ce n'est pas simplement des principes de fonctionnement similaires, c'est une interchangeabilité pratiquement totale des nœuds clés. Platine, chien, anneaux de fixation, tout cela est réalisé avec une uniformisation suspecte. Mais le plus terrible se cache dans les calibres. En temps de guerre, l'approvisionnement en munitions, c'est une question de vie ou de mort. Si vous capturez un convoi ennemi et que ces balles ne rentrent pas dans vos canons, ce convoi est inutile. Cependant, les mémoires des soldats et officiers regorgent de mentions sur la façon dont les deux camps utilisaient activement les munitions trophées. Cela n'est possible que dans un seul cas, s'il existe un standard industriel unique de calibre. Comprenez-vous ce que cela signifie? Au début du 19e siècle, quand on nous parle d'artisanat manuel et d'absence de système métrique dans son acception moderne, deux civilisations soi-disant ennemies utilisent un standard unique de perçage des canons. C'est comme si aujourd'hui les armées de l'OTAN et de la Chine avaient des cartouches absolument identiques, adaptées à n'importe quel fusil automatique. Une telle standardisation n'émerge pas spontanément. Elle est imposée d'en haut. Un centre unique de standardisation, c'est le signe d'un État unique. Allons plus loin. La question linguistique. C'est sans doute le fait le plus criant qui est sous nos yeux, mais que nous avons pris l'habitude d'ignorer. La noblesse russe, le corps des officiers, l'élite de l'armée, tous parlaient, pensaient et écrivaient en français. On nous a inculqué que c'était simplement un hommage à la culture. Genre, les Lumières, Voltaire, la mode. Mais réfléchissez une seconde. Vous faites la guerre à un ennemi dont la langue est la vôtre natale. Vous donnez des ordres dans la langue de l'ennemi. Vos lettres personnelles à la maison sont écrites dans la langue de l'ennemi. Au cœur du combat, dans une situation de stress, les officiers passaient au français. Ce n'est pas de la mode, c'est de la fonctionnalité. La langue française était la langue officielle de cet unique empire qui craquait de toutes parts. Imaginez une guerre civile, nord et sud aux États-Unis. Ils parlaient la même langue, portaient une forme similaire. Personne n'est surpris. Pourquoi sommes-nous surpris ici? La guerre de 1812, c'est une guerre civile classique, où la métropole, conditionnellement appelée France, essayait de rétablir l'ordre dans une province rebelle, où bien deux factions se partageaient l'héritage d'une civilisation globale antique. C'est précisément pourquoi la communication entre les officiers des armées ennemies était si simple. Ils étaient des gens d'une même culture, d'une même éducation, d'une même école militaire. Ils sortaient des mêmes corps de cadets, où l'on enseignait avec les mêmes manuels. Le soldat, bétail gris, comme on les appelait, pouvait être recruté parmi les paysans locaux, mais le commandement faisait partie d'une caste globale unique de gestionnaires. Regardez la composition de la Grande Armée de
Il y avait des Polonais, des Allemands, des Italiens, des Autrichiens, des Suisses. C'était un pot pourri de toute l'Europe. Mais dans l'armée russe aussi, le nombre d'étrangers au service était exorbitant. Des généraux allemands, des émigrés français, des médecins écossais. Ce n'est pas une guerre des nations au sens moderne. C'est une guerre des troupes fédérales, rassemblées de tous les districts, contre les séparatistes ou l'inverse. Les frontières étaient conditionnelles. La loyauté était déterminée non par la nationalité, mais par l'appartenance à un clan ou un ordre. Et maintenant, posons la question de la logistique, qui détruit le conte de fées de la massue de la guerre populaire. Comment déplacer un demi-million d'hommes et des dizaines de milliers de chevaux sur des milliers de kilomètres à travers des chemins impraticables? On nous parle de boue, de dégel et de charrettes. Mais n'importe quel intendant vous dira « Une telle armée dévorerait tous les vivres dans un rayon de 100 km en 2 jours. » Le fourrage pour les chevaux, c'est des milliers de tonnes de foin et d'avoine par jour. Sans chemin de fer, sans conserve, sans camions modernes, une telle logistique est impossible. Sauf si n'existait pas une infrastructure développée qu'on nous a cachée. Observez les soi-disant forteresses en étoiles, dispersées dans toute l'Europe et la Russie. L'histoire officielle les appelle des fortifications, mais leur forme, leur emplacement, sont souvent absurdes du point de vue de la défense contre les canons de l'époque. En revanche, elles conviennent parfaitement comme hub logistique, entrepôt, nœud d'un réseau de transport unique. Peut-être que la guerre se déroulait précisément pour le contrôle de ces nœuds. Et c'est précisément pourquoi l'itinéraire de Napoléon serpente de manière si étrange. Il ne se dirigeait pas simplement vers Moscou. Il allait d'une base à l'autre, utilisant les restes de ce réseau logistique qui permettait d'approvisionner des armées gigantesques en provisions et armes uniformisées. Nous voyons un tableau étrange. Des armées vêtues d'uniformes d'une même coupe, armées d'armes interchangeables, commandées par des officiers parlant la même langue, se déplaçant sur des routes où se dressent des constructions en étoiles mystérieuses. Et partout où elles passent, les villes disparaissent. Pas simplement des maisons en bois qui brûlent, la construction en pierre disparaît. On nous parle de l'incendie de Moscou. Mais la pierre ne brûle pas. La brique ne fond pas au feu d'une torche. Pour transformer une ville en pierre en ruine, telles que nous les voyons sur les anciens daguerréotypes et gravures, il faut des températures et une énergie incomparable aux possibilités d'un incendie ordinaire. Ici, nous approchons de l'aspect le plus sinistre. Et si l'uniforme n'était pas simplement un vêtement? Et si la couleur de l'uniforme était un marqueur d'accès? Un marqueur pour quelqu'un ou quelque chose qui observait cette bataille d'en haut. Dans des conditions où alliés et ennemis sont indistinguables, la couleur devient le seul code. Les bleus à éliminer, les verts à évacuer, ou l'inverse. Cela sonne fou, mais regardez les pertes. Elles sont colossales et ne correspondent pas à la description des combats. Des centaines de milliers de personnes se sont simplement évaporées sur les vastes étendues de Russie. Mortes de froid, de faim ou extraites. Les faits nous crient que la version officielle est un écran de fumée. Une décoration grossière, cousue de fil blanc. Ils n'ont même pas pris la peine d'inventer des vêtements différents pour les ennemis. Apparemment, il y avait si peu de temps pour réécrire l'histoire, et l'ampleur de la catastrophe était si grande qu'ils ont décidé de laisser comme ça. Ils y croiront quand même. Et nous y avons cru. 200 ans, nous avons cru que le manteau vert combattait le bleu pour la liberté de la patrie, sans remarquer que les deux manteaux étaient cousus dans la même usine, et que leurs propriétaires étaient des pions dans un jeu dont on nous a oublié d'expliquer les règles. Mais le jeu a laissé des traces. Retournons à Moscou. Mais pas dans cette Moscou Lubok, en bois, des films soviétiques,
mais dans la ville réelle qui se dressait à cet endroit avant la catastrophe de 1812. L'histoire officielle nous nourrit de la fable du comte Rostopchine, qui aurait soi-disant donné l'ordre de brûler la ville, et des habitants patriotiques qui apportaient eux-mêmes des torches à leur maison. Mais cette version s'effondre en poussière dès qu'on ouvre les albums de croquis des ruines, réalisés juste après le départ des Français. Regardez ces gravures attentivement. Vous ne voyez pas les conséquences d'un incendie. Vous voyez les conséquences d'une frappe ponctuelle à haute température. Les bâtiments en pierre ne sont pas simplement calcinés, ils sont détruits jusqu'aux fondations. Les voûtes en briques se sont effondrées vers l'intérieur, les murs sont retournés sans dessus-dessous et le marbre s'est transformé en chaux. Savez-vous quelle température il faut pour que le granit commence à se desquamer et à fondre? Un incendie ordinaire au bois ne donne au maximum que 800 degrés. Pour faire fondre la pierre et transformer instantanément la brique en masse vitreuse, il faut des températures supérieures à 1500 degrés. D'où vient une telle énergie dans une ville chauffée au bois? Les témoignages des témoins oculaires de l'époque se lisent comme un scénario d'horreur fantastique. Les gens décrivaient un tourbillon de feu qui descendait du ciel, et non pas qui se propageait de maison en maison. Ils parlaient d'une lueur qui aveuglait les yeux, et d'un grondement qui ébranlait la terre à des dizaines de verstes. Ce n'est pas la description d'un incendie, c'est la description d'une explosion, ou d'une série d'explosions. Et ici nous revenons à la question de l'uniforme unique. Imaginez que le champ de bataille n'est pas simplement la terre, mais un polygone, et que les soldats en uniforme vif, aux couleurs artificiellement brillantes, ce ne sont pas des guerriers, mais des marqueurs. Points rouges, bleus, verts, bien visibles de haut, de très haut. Peut-être que le système de guidage de cette arme qui a transformé Moscou en cendres fonctionnait précisément sur la différenciation par couleur. Cela explique pourquoi les uniformes étaient si impratiquement vifs. Dans la boue de la guerre, le camouflage, c'est la vie. Mais si votre tâche est d'être vu par l'opérateur, vous enfilerez un pantalon blanc et un haut shako avec aigrette. Et maintenant, regardons ce qui est arrivé à la Grande Armée après Moscou. On nous dit « le général morose ». Genre, les gelés ont frappé et les Européens frileux ont gelé. Mais consultez les relevés météorologiques. L'hiver 1812 n'était pas plus froid que la normale. Et les vrais grands froids n'ont frappé qu'en décembre, quand l'armée n'existait déjà presque plus. De quoi donc mourraient des centaines de milliers d'hommes sains? Lisons les rapports médicaux des chirurgiens français. Chute des cheveux, dents qui se déchaussent, ulcères cutanés non cicatrisants, vomissements, faiblesse générale. Au XIXe siècle, on l'attribuait à la fièvre putride et à la faim. Mais n'importe quel médecin moderne, en voyant cette liste de symptômes, vous dira un diagnostic terrifiant. La maladie radiaire aiguë. L'armée de Napoléon n'a pas gelé. Elle a reçu une dose gigantesque de radiation dans la Moscou incendiée et sur le chemin du retrait. Il marchait sur un brasier radioactif. Et c'est précisément pourquoi l'armée russe, qui les poursuivait, gardait ses distances. Koutouzov épargnait les hommes non pas des sabres des Français, mais d'une mort invisible qu'ils portaient sur leurs semelles. Cela explique la étrange passivité du commandement russe. Pourquoi engager le combat contre des morts vivants? Ils étaient déjà condamnés. Ceux qui ont survécu sont rentrés en Europe invalides et sont morts dans les années suivantes, emportant le secret avec eux. Et le monde a eu l'année sans été, 1816, quand il neigeait en juillet en Europe et en Amérique. Hiver volcanique? Ou hiver nucléaire, après l'emploi d'armes de destruction massive sur le territoire russe. Mais ce n'est pas tout. Regardons la démographie. Si l'on en croit les recensements officiels, la population de la Russie et de l'Europe après ces guerres n'a pas simplement diminué. Une immense brèche s'est formée. N'ont pas disparu seulement les soldats.
a disparu la population civile de vastes territoires. Où sont passés les habitants des villes incendiées? Cachés dans les forêts? En hiver, sans provisions, avec des enfants? C'est impossible. Nous observons les traces d'une vaste épuration du territoire. La guerre de 1812 était une opération de formatage du disque dur de la civilisation. L'ancien monde, avec ses technologies, sa culture unique et son management unique, a été détruit. L'armée unique a été recyclée dans une boucherie absurde, pour que personne ne reste pour défendre les vestiges du passé. Regardez l'architecture des bâtiments soi-disant construits après l'incendie. Ce sont de misérables tentatives de copie. Murs tordus, utilisation de briques cassées, technologie primitive. Les maîtres ont disparu. Les ingénieurs ont disparu. Les plans ont disparu. L'humanité a été repoussée dans son développement de siècles en arrière. Nous utilisons encore aujourd'hui les égouts et les fondations de cette époque, sans savoir comment les entretenir. Nous vivons dans les ruines d'une civilisation hautement avancée, en les appelant centres historiques. Et le plus cynique là-dedans, c'est que les vainqueurs, ceux qui tiraient les ficelles, nous ont forcés à célébrer cette catastrophe comme une grande victoire. Rappelez-vous les arcs de triomphe. On en construisait à Paris comme à Saint-Pétersbourg. Des arcs identiques. En l'honneur de quoi? En l'honneur de la victoire sur qui? Ou étaient-ce des portails? Des symboles de transition vers une nouvelle réalité, où l'histoire est réécrite, et les gens transformés en esclaves amnésiques, fiers des chiffons colorés de leurs gardiens? Nous voyons un arrangement global des élites. Pendant que les soldats mouraient d'une maladie inconnue sur la route de Smolensk, les sommets se partageaient le monde. Et remarquez, aucun monarque n'a souffert. Aucun palais de l'élite dirigeante n'a été détruit par ce feu céleste. Cela frappait seulement l'infrastructure, les usines et les quartiers résidentiels. C'était un génocide sélectif. Et voici un autre détail qui donne froid dans le dos. Les médailles. Regardez les médailles à la mémoire de la guerre de 1812. Sur beaucoup d'entre elles est représenté l'œil qui voit tout dans un triangle. Le même symbole maçonnique que nous voyons sur le dollar. Il rayonne au-dessus du champ de bataille. On nous dit que c'est l'œil de Dieu. Mais pourquoi ce Dieu observe-t-il le massacre avec un calcul si froid? Peut-être est-ce la signature du commanditaire, de celui-là même qui a conçu le design des uniformes, approuvé les calibres et appuyé sur le bouton « lancement » quand les armées se sont rassemblées au bon endroit. La guerre de 1812, ce n'est pas la collision entre la France et la Russie. C'est un sacrifice de masse, rituel, déguisé en conflit géopolitique. Et nous payons encore aujourd'hui notre tribut à ce culte, en étudiant une histoire fausse à l'école. Mais la Terre garde la vérité. Et si nous creusons un peu plus profond que la couche culturelle, au niveau de cette même argile qui a recouvert les premiers étages de nos maisons, nous trouverons des réponses qui nous horrifieront. Regardez sous vos pieds, au sens littéral. Promenez-vous au centre de n'importe quelle vieille ville, que ce soit Moscou, Omsk, Paris ou Rome. Que voyez-vous? Vous voyez des fenêtres qui dépassent de l'asphalte. Vous voyez des premiers étages complets, qui pour une raison quelconque sont appelés caves, bien qu'ils aient des fenêtres complètes, des portes et des plafonds hauts. La science officielle appelle cela la couche culturelle. On nous dit que, en un couple de siècles, les gens ont piétiné de la boue sur 3, voire 5 mètres de hauteur. Réfléchissez à cette absurdité. On nous demande de croire que nos ancêtres étaient si paresseux et sales qu'ils n'ont pas nettoyé les rues pendant des siècles, et quand la boue recouvrait les fenêtres du premier étage, ils les utilisaient simplement comme portes et construisaient un nouvel étage par-dessus. C'est une insulte au bon sens. La boue ne pousse pas vers le haut. La boue est emportée par la pluie. Pour que le niveau du sol s'élève de 4 mètres, il faut une catastrophe de scale planétaire. Un flux de boue torrentiel,
d'argile et de terre, qui a recouvert les villes instantanément. Et ici, nous approchons du secret le plus terrifiant de la guerre de 1812. Cette guerre coïncide parfaitement dans le temps avec un cataclysme global que les chercheurs alternatifs appellent le déluge d'argile ou la grande catastrophe. Et si les armées en uniforme identique ne s'étaient pas du tout combattues entre elles? Et si c'étaient des équipes de sauvetage, ou, ce qui est plus probable, des équipes de nettoyage et de pillage, envoyées dans la zone de catastrophe? Imaginez la scène. Le monde a été submergé par une vague de destruction. Les villes sont ensevelies sous l'argile jusqu'au 2e étage. La population est morte ou désorientée. L'infrastructure est détruite. Et voilà que sur ces ruines entrent des colonnes organisées de militaires. Ils portent le même uniforme parce qu'ils appartiennent à la même organisation, le prédicteur global, le pouvoir survivant, qui commence le processus d'inventaire des restes de l'ancienne grandeur. Ils n'ont pas besoin de se distinguer les uns des autres parce qu'il n'y a pas d'ennemi au sens habituel. L'ennemi, c'est le chaos, les maladies et les survivants sauvages. La différenciation par couleur des pantalons, c'est-à-dire des uniformes, n'est nécessaire que pour la coordination des travaux. Les régiments bleus déblaient les décombres à l'ouest, les verts à l'est. Les batailles que nous décrivent les historiens, ce sont peut-être des accrochages avec des partisans locaux qui tentaient de protéger leurs biens des pilleurs fédéraux, ou bien la répression de révolte de ceux qui refusaient d'accepter les nouvelles règles du jeu. Et ensuite, pour cacher le fait de la catastrophe et de la redistribution des biens, ces opérations punitives ont été rétrospectivement transformées en « grande guerre des peuples ». Très pratique de mettre sur le compte du tir d'artillerie les villes détruites et des millions de morts dus au cataclysme sur les pertes de combat. Regardez les anciennes cartes et gravures. Nous voyons d'immenses espaces dépourvus de forêts. La Russie du 19e siècle sur les photographies, c'est un désert nu. Il n'y a pas de forêt. Aux arbres que nous voyons aujourd'hui, il y a au plus 150 ans. C'est facile à vérifier par les cernes annuelles. Où sont passés les chêneraies séculaires? Brûlés dans le même feu que Moscou? Ou emportés par le flux d'argile? L'histoire officielle se tait, mais elle ne peut pas expliquer d'où venaient les ressources pour la reconstruction. Et ici surgit le thème des nouveaux hommes. Après 1812, nous observons un étrange phénomène démographique. Apparaît un nombre énorme de gens sans lignée ni histoire, avec des compétences primitives. Ils peuplent les ruines de palais qu'ils n'auraient pas pu construire. Des paysans en laptis vivent parmi les colonnes et les quais en granit, dont les technologies de création sont perdues. Cela ressemble à une colonisation de planètes vides. Comme si quelqu'un avait ouvert un incubateur ou importé une population d'autres régions intouchées. Nous sommes les descendants de ces colons. Nous vivons dans des maisons trop grandes pour nous. Nous marchons dans des rues dont la largeur est calculée pour des géants et non pour des charrettes à cheval. Cette version explique toutes les incohérences. Pourquoi l'uniforme est identique? Parce que c'est l'équipement spécial d'une corporation de recyclage du monde. Pourquoi tant de victimes? Parce que ce sont les conséquences d'un coup naturel ou technogène, et non du feu de mousquet. Pourquoi les technologies ont-elles disparu? Parce que les porteurs de savoir sont morts, et les nouveaux colons étaient au niveau de développement de l'âge de pierre comparé à la civilisation précédente. On nous a forcés à penser que nous évoluons linéairement, de la luche à l'électricité. Mais la vérité est que nous avons dégénéré. Nous rampons sur les débris d'un vaisseau spatial, utilisant ses puces comme pointes de flèches. Rappelez-vous à quelle vitesse Moscou a été reconstruite. On nous dit « en 5 ans ». Sérieusement? Sans grue, sans chemin de fer, avec des chevaux? Reconstruire une ville millionnaire en pierre en 5 ans est impossible même aujourd'hui. C'est un mensonge. La ville a simplement été déterrée. Nettoyée de l'argile, on y a installé de nouveaux châssis, on l'a repeinte et on a dit « nous avons construit ».
C'est précisément pourquoi tant de bâtiments ont des proportions étranges, des portes qui s'enfoncent dans le sol et des fenêtres à moitié recouvertes par le trottoir. Nous vivons dans un monde exhumé. Et la guerre de 1812 était une opération de couverture de cette immense fouille. Mais le plus horrible, c'est l'effacement de la mémoire. Ceux qui ont survécu ont été soumis à un traitement mental dur. L'introduction du servage dans sa forme la plus rigide, précisément au XIXe siècle, ce n'est pas un hasard. C'est un outil de contrôle. Les gens ont été transformés en instruments de travail parlants. On leur a interdit l'éducation. On leur a enlevé l'histoire, en leur fourguant à la place un beau conte de fées sur la victoire sur Napoléon. On nous a convaincus que nous sommes un peuple vainqueur, pour que nous ne posions pas de questions sur pourquoi nous vivons dans la boue, alors qu'autour, il y a des palais de qualité antique. On nous a donné de la fierté au lieu de la vérité. L'uniforme unique des soldats, c'est le symbole de notre esclavage. C'est le sceau de ce que nous faisions tous partie d'un unique camp global, qui est apparu sur les ruines de la libre civilisation antique de Tartarie, ou comme elle s'appelait. Les maîtres de ce monde ont changé les décors, rhabillé la garde, réécrit les manuels, mais ont laissé des indices. Des indices dans la pierre, dans l'argile et dans la coupe des uniformes. Ils pensaient que nous ne devinerions jamais assembler les faits. Ils se trompaient. Nous commençons à nous réveiller, et ce que nous voyons effraie. Parce que s'il y a eu une réinitialisation, une épuration, un déluge masqué en guerre, qui garantit qu'il ne prépare pas la suivante ?